d'images de famille. Ils sont tous les trois, vous pouvez les applaudir très très fort, ils ont vécu des moments intenses. J'ai eu le plaisir de rencontrer quelques heures après Denise, quelques heures qui avaient du mal à y croire, qui me disaient c'est pas vrai, le seul mot qu'on s'est dit c'est tout simplement énorme. Ce qui s'est passé le 8 août, et on aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. On va accueillir d'aider notre première invitée avec le président. Je crois qu'ils sont tous prêts à venir nous rejoindre. Donc Jo Guéguin, que je vous demande d'applaudir, président du Comité de Bretagne. Voilà, Monsieur Jo Guéguin, donc, président du Comité de Bretagne, et quand on est président du Comité de Bretagne, quand on a la chance d'avoir donc un de ces fidèles coureurs champions de Bretagne, eh bien nous, qui sommes de l'autre côté de la barrière, sont tentés de demander au président son sentiment sur ce championnat de Bretagne. Je crois que notre président du Comité de Bretagne est gâté, puisque pendant ses mandatures, il aura eu déjà 3 champions du monde bretons. Oui, alors effectivement, il faut savoir que les 3 seuls champions du monde junior français sont 3 champions du monde bretons, puisque après Arnaud Gérard en 2002, nous avons eu Johan Dubon en 2008, et enfin Olivier donc cette année. Alors évidemment, on peut se dire qu'on est gâté, on peut se dire comment arrive-t-on à de tels résultats, puisque les champions en général, en tout cas les Français parfois, argumentent en disant si nous avons de plus mauvais résultats ou si nous avons de moins bons résultats, c'est parce qu'il y a la mondialisation, que le cyclisme est un plus grand brassage de l'ensemble des populations et que forcément le nombre de Français étant moins important, les résultats des Français sont moins intéressants. Moi, je constate qu'en ce qui concerne la Bretagne, en tout cas au niveau des juniors, nous on tient notre rang, même si on est une région qui n'est qu'une région française, eh bien, on tient notre rang largement. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je pense qu'il y a un cercle vertueux et une chaîne des compétences dans le cyclisme breton. D'abord, pour que le cyclisme breton existe, pour qu'il ait cette ferveur, il faut qu'il y ait du public, et il y a du public en permanence. Ce public génère des courses, génère des bénévoles, génère l'envie de courir chez les jeunes, et forcément sur ces jeunes, eh bien, on arrive à canaliser le dynamisme de certains, à trouver les talents là où ils sont également, parce qu'il faut les trouver. Ensuite, il faut les éduquer, les encadrer, les faire arriver à bon port, là où ils doivent arriver, pas trop tard, pas trop tôt. Et tout ça, on le doit à un encadrement sur lequel nous avons fait de très très gros efforts et sur lequel surtout les clubs ont fait de très gros efforts grâce à leurs dirigeants, leurs encadrants qui ont accepté de passer des brevets d'État et des brevets fédéraux. Voilà. Voilà, je pensais vous poser. Allez-y, votre applaudissement. Je crois qu'on a fait quasiment le tour de la question, de notre question, mais vous l'avez déjà répondu, donc on va passer au deuxième intervenant. Restez là, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Alors on a parlé du cyclisme, première passion qui a été la sienne. On a bien sûr on parlera peut-être rapidement du cross qu'il a pratiqué avant de venir pleinement au cyclisme. Il a pratiqué le football sous la houlette, en tout cas sous les conseils d'un des éducateurs, entraîneurs du Stade Plabennecquois. Je vous demande de l'accueillir par des applaudissements. Il a vu évoluer pendant 2 saisons Gilbert Le Gall. Merci pour lui. Gilbert, tu vas peut-être prendre le micro dans quelques instants. Donc Gilbert qui, depuis 5 ans, exerce ses talents. Gilbert, venez. Juste là, voilà. Montrez-vous au niveau des Plouvélois et des personnes présentes ce soir. Donc qui exerce son talent d'entraîneur, qui est éducateur au niveau du Stade Plabennecquois, qui bien sûr a vu évoluer beaucoup de garçons, qui amène vers le professionnalisme, en tout cas vers le national. Pour Olivier, vous avez déjà, vous l'aviez dit quelques minutes avant que cette soirée ne démarre, c'est vrai que pour Olivier, vous avez déjà vu des talents qui étaient présents depuis déjà 2 saisons pour sa première année en U17. Je crois qu'il confirme tout le bien que le Stade Plabennecquois pensait de lui, mais il le fait sur un vélo maintenant. Donc c'est dommage pour nous, mais c'est vrai qu'il y avait du talent en lui. Dès la première année, il a intégré l'équipe 1.
rivalisant avec les deuxièmes années qui étaient quand même physiquement très costauds déjà. Et puis par là, la deuxième saison, naturellement, il en est devenu le capitaine. Alors la première saison, il a appris avec les aînés du groupe. Il a fait évoluer ce groupe parce que la deuxième année, il est passé capitaine de l'équipe. Qu'est-ce qui a donné sa force justement au niveau du groupe? Est-ce que c'était son travail, sa ténacité, son envie de réussir, son envie de gagner? C'était un garçon qui paraissait charmant, mais très dur au travail. Donc il emmenait le groupe vers le haut. C'était un garçon qu'on avait du mal à empêcher de courir. Sur certaines actions, il aurait voulu centrer et être à la réception du centre. Enfin bon, il fallait canaliser la personne. Et déjà, là, il me faisait les yeux noirs quand je lui disais calme, calme. C'est les seules fois qu'il me faisait les yeux noirs. Au niveau de ses coéquipiers, c'est vrai que les résultats sont enchaînés, il y a eu des victoires, il y a eu cette accession, parce qu'avant de devenir champion du monde, on va y revenir tout à l'heure bien sûr, il y a eu titre avec l'équipe du Stade Plabennecquois lors de sa dernière année de football. Et avec plein d'embûches, parce que bon, il a commencé à faire du cross aussi, donc il a fallu gérer, et puis avec en commun accord avec Denis, son papa, on a géré les séances d'entraînement. Donc il allait plus aux séances cross qu'aux séances football, donc pendant 2 mois il s'est absenté pratiquement de la catégorie U17. Et là on a senti que ça n'allait plus dans cette équipe, et lorsque le patron est revenu, parce qu'on peut l'appeler déjà le patron, tout est revenu dans l'ordre. Et puis il y a eu l'accession en DHR Ligue. Voilà, pour le Stade Plabennecquois, c'était avec son capitaine, vous pouvez encore l'applaudir, Olivier Gilbert. C'est vrai que vous avez... On le surnommé Captain Olive. Captain Olive. Gilbert, venez jusque-là. Je veux côtoyer le champion du monde. C'est vrai que vous avez raison. Dans quelques instants, vous pourrez le faire un petit peu mieux encore. C'est des regrets que vous me disiez quelques minutes avant de préparer, des regrets d'avoir perdu Olivier en tant que footballeur. Il y a eu une réforme, parce que vous avez pensé pendant de nombreuses semaines à cette réforme au niveau football. Vous pensiez pouvoir garder Olivier. C'est-à-dire que la fédération a réformé les catégories jeunes. Donc Olivier avait la possibilité de faire une 3e saison avec nous. Mais bon, il a préféré devenir champion du monde. Donc, voilà. Voilà, on peut applaudir Gilbert, son premier entraîneur de foot. Je vous demande également de l'accueillir par des applaudissements. Voilà, Samuel Monneret qui est donc avancé, monsieur Monneret, le micro ça y est, qui est donc conseiller technique régional depuis quelques années. Alors, je crois que beaucoup d'entre nous, on connaît un petit peu le cyclisme, mais on aimerait bien savoir ce qu'est le travail du conseiller technique régional. En quoi consiste ce travail exactement? Le travail du conseiller technique régional, c'est tout simplement de faire de la détection, donc la détection des talents dans toutes les disciplines du cyclisme. Et grâce à une équipe technique régionale, le CTA ne fait pas tout, et essayer d'accompagner, de faire la formation des coureurs qui ont été détectés, et de les faire se confronter au meilleur niveau national. Et ensuite quand ce travail-là il est fait, ils atterrissent dans les meilleurs atterrissent dans les mains des entraîneurs nationaux pour participer à des compétitions de rang international. Voilà, alors on monte dans la hiérarchie petit à petit. Là, on est en face d'un champion du monde. Et je pense que quand on est champion du monde, on doit être sollicité de partout. Est-ce qu'au niveau du comité de Bretagne, il n'y a pas quelque part des garde-fous qui se mettent en place? Parce que bon, quand on a déjà 20 ans qu'on devient champion du monde, quand on a 25 ans, 28 ans, on a vu souvent des hommes dérapés, que ce soit dans le cyclisme ou ailleurs. Alors je pense que quand on est parent, quand on est tout simplement amateur de cyclisme, on doit bien savoir ce qui se fait pour justement empêcher que ces jeunes gens s'en aillent dans une mauvaise route, si on veut. Ouais, là il est clair que c'est super ce qu'a réalisé Olivier, c'est super, mais il est encore qu'au début de sa carrière, il est champion du monde chez les juniors, et donc il n'y a pas non plus à s'enflammer parce qu'il est encore dans une phase d'apprentissage et de formation d'apprentissage du plus haut niveau, et donc nous, notre rôle,
On s'est déjà beaucoup parlé avec l'entraîneur national, avec les parents d'Olivier et Olivier, bien sûr, parce que c'est lui qui est le maître des cartes, hein, c'est lui qui décidera quel sera son plan de carrière. Et il est clair que pour l'instant, il ne faut rien qu'il change. Il a un accompagnement, enfin, il a un encadrement, un entourage au niveau de son club à Plabennec qui est certainement des meilleurs, qui lui a permis d'arriver où il est arrivé. Au niveau départemental, il y a aussi des structures qui lui permettent de courir des courses d'un très bon niveau en région Bretagne. Ensuite, il y a le club Bretagne Junior, donc où nous on est présent sur l'accompagnement des coureurs. Il y a les sélections régionales, il y a l'équipe de France. Il a tout un, il évolue dans un contexte qui est des meilleurs. Il faut surtout pas qu'il en change, il faut surtout pas qu'il se précipite sur des sollicitations d'un plus haut niveau. Enfin ça viendra quand ça viendra. Peut-être que ça, on ne sait pas ce qui adviendra de toute manière. Et là, il faut vraiment qu'il reste concentré sur l'apprentissage du haut niveau. Il a encore du travail, même s'il est champion du monde, il y a encore du boulot. Voilà. Nous étions à Guiclan il y a quelques semaines. Vous étiez là en détection avec Bernard Calves, qui fait partie de la commission régionale donc, pour détecter justement les jeunes. C'est une détection junior. Quelques jours après, vous avez donc sorti la sélection. Et je crois que vous avez fait le bon choix parce que, racontez-nous un peu ce qui s'est passé à Bresset. Eh bien, il s'est passé quelque chose, je crois, d'historique pour la Bretagne. Au niveau national, c'est pas le cas parce que il y avait déjà eu un triplé. Donc voilà, le dénouement de la course, c'était un triplé. Et à noter quand même que le champion du monde ne fait pas partie du triplé. Donc ça veut dire qu'il y a des grosses ressources dans l'équipe de Bretagne. Et donc voilà ce qui s'est passé. Et notamment, pour revenir à Olivier, il était là, il était présent dans la course, il était le gros favori. Et il n'a pas hésité à se mettre en retrait pour pouvoir permettre à ses copains de la sélection régionale de tirer leur épingle du jeu. Parce que je pense qu'il était dans un grand jour, il était vraiment fort, mais il n'était pas sur un parcours qui lui permettait de s'exprimer au mieux vu la pancarte qu'il avait. Et donc voilà ce qui s'est passé, c'est qu'on a réalisé la course parfaite. Enfin, les jeunes ont réalisé la course parfaite. Voilà, merci. On peut saluer donc le conseiller technique régional. Merci. Avant, comment s'est passé justement l'hiver studieux des jeunes coureurs de Plabennec? Eh ben, je crois que comme tous les ans, on va dire, parce que moi ça fait 10 ans maintenant que je prépare les juniors seniors à Plabennec, et on a recommencé en décembre avec un premier objectif, c'était justement accueillir les KD2 qui passaient juniors, avec tous les anciens, tous les coureurs du club qui comme d'habitude apprennent un peu tous les dimanches matins sous la pluie ce qu'il va falloir remettre en pratique un peu plus tard. Et cette année, ça s'est particulièrement bien passé parce que très vite, ils nous ont rappelé qu'ils étaient jeunes, mais ils étaient très très doués. Alors, je ne sais pas si c'est un secret, mais en tout cas un secret à Plabennec, il y a la graine de champion tous les ans, il doit y avoir une pépinière là-bas quelque chose, parce que tous les ans vous arrivez à sortir des champions. On a vu Olivier cette année, Geoffrey, Romain également, on l'oublie pas. Donc tous ces champions de belle valeur, Thomas, j'en passe, c'est les meilleurs, qui font partie de ce groupe du vélosport de Plabennec. Une recette sûrement, on essaye de ne pas faire des champions. On leur laisse prendre du plaisir sur le vélo, on leur met aucune pression, c'est eux qui décident où ils veulent aller, quand ils veulent aller, avec qui ils veulent le faire. Et ils ont plaisir à monter sur leur vélo et je crois que ça se retrouve dans les résultats. Ils ont sûrement de la chance d'avoir des gens autour d'eux qui aussi n'essayent peut-être pas de les brimer, qui les accompagnent. On essaye de faire au mieux pour que tout se passe bien pour eux. Goran, donc brevet d'État au niveau du vélosport de Plabennec, donc qui, tout comme Samuel, essaye de prodiguer des bons conseils aux coureurs sur... À se faire plaisir, à nous faire plaisir, et puis à évoluer de la même manière, sans stress. Voilà, merci Goran, merci au vélosport de Plabennec. Voilà, Philippe Priser, beaucoup d'entre vous le connaissent, il est journaliste, il est plus particulièrement au Télégramme depuis maintenant de nombreuses années. Il est commencé par pigiste dans les courses de secteur et puis maintenant il couvre donc la partie sport et il connaît bien le vélo, il le suit depuis maintenant de nombreuses années. Et je crois que le sentiment des journalistes et plus particulièrement celui de Philippe Priser qui connaît particulièrement bien Olivier sera quelque chose de très bien. Allez, dis-nous ton sentiment mon cher Philippe. Sur sa victoire et sur sa carrière déjà parce qu'elle est petite mais elle est belle. Comme on disait l'autre jour avec Olivier à TBO justement, j'ai pas été très surpris de son titre de champion du monde parce qu'il nous avait tellement habitués à de belles choses depuis le début de l'année. À chaque dimanche, il gagne quasiment tous les dimanches, donc forcément
On l'attendait, ce dimanche 8 août, on avait envie d'y croire. Maintenant, ce qu'il a fait là, c'est un gros exploit. On a vu comment il a gagné comme Joël Lebron avait gagné en 2008 en Afrique du Sud, avec le peloton juste derrière lui pendant 5-6 km, à 10-12 secondes. Sauf que lui, il a déraillé en plus. Voilà, alors si toi qui connais bien le cyclisme, qui côtoie donc des cyclistes professionnels également, tu aurais des conseils à donner à notre cher jeune champion du monde, ce serait lesquels? Qu'il ne change pas. Il ne change pas. Olivier, il a la classe sur le vélo, mais il a la classe aussi en dehors du vélo. Ça, on est tous d'accord. Allez, on le saluera par les applaudissements de avoir ton sentiment justement sur ce titre. On a parlé des différents champions, on a parlé au niveau du début de la projection de Joël Lebron 2008 et Arnaud Gérard. Sur tous ces champions bretons, quand on est journaliste, on a certainement un regard tout autre sur tous ces champions bretons. Moi j'ai surtout un regard sur Olivier et puis comme beaucoup de gens j'ai consulté un peu internet, aujourd'hui ça se fait un peu comme ça, et j'ai remarqué que depuis la nuit des temps, on n'a jamais eu dans le Finistère de champion du monde sur route. Donc Olivier, on va dire que c'est une victoire historique pour le cyclisme finistérien. Il y a eu, c'est vrai, des champions du monde sur piste, je pense à Michael Kemener qui doit être du coin, de Plavenec aussi. De Plavenec. Voilà, mais Olivier est le premier sur la route. Donc c'est vraiment un exploit historique. Est-ce que tu donnerais un titre particulier à cette victoire d'Olivier? J'ai déjà donné un titre hormis celui-là. Quand il commençait le vélo, il jouait encore au foot, il courait beaucoup à pied et il était bon à la pêche. J'avais dit tout simplement qu'Olivier c'était quelqu'un qui avait la pêche et voilà, il l'a toujours, je vois, et j'espère que ça va durer évidemment. Merci Guy, on peut l'applaudir donc Guy Jouvin. Viens à côté de tes amis, reste là. Tiens, si tu veux bien donner le micro s'il te plaît à Marie-Jo. Marie-Jo. Pour dire quoi? Tout à l'heure on posera des questions. Marie-Jo, elle a fait du vélo 3 années seulement. En 1967, elle fut championne de Bretagne sur route. C'était la première fois que le championnat de Bretagne était mis en place. La mise en place avait eu lieu du côté de Bourlon et c'était Yves Leroux, le papa d'Annick, Annick Leroux, donc devenu Madame Le Gant, qui avait mis ce championnat de Bretagne en place. Donc, premier vainqueur de son championnat, c'était Marie-Jo Le Lire, Marie-Jo Simon. En 1967, elle avait terminé 3e du championnat de France, c'était à Lunéville, c'était sur piste et c'était en poursuite. 67, 68, 69, championne de Bretagne sur piste en poursuite. En 68, elle fut vice-championne de France de poursuite. Elle participe à 3 championnats du monde, 67, 68, 69, et en 69, elle termine en belle position, c'était en Tchécoslovaquie, devenue depuis la Tchéquie. 3 victoires en cyclocross, et une particulièrement qui a marqué le monsieur qui a sa casquette vissée sur la tête, c'était celle de Lenarvili. Marie-Jo a été la première à gagner le premier cyclocross ouvert aux féminines à Lenarvili. En tout cas, Marie-Jo a également été nommée marraine, c'était pour le bateau de la Sille qui était également associé au Beurre-le-Galles, si mes souvenirs sont bons, et le skipper de l'époque était Bilou Jourdain. Ce sont des bons souvenirs, tout ça, Marie-Jo. Oui. Voilà, mais elle m'a dit, pose-moi des questions, parce que moi, quand je parle avec quelqu'un, je ne m'arrête pas. Mais quand je vois plein de monde devant moi, j'ai plus de mal. C'est vrai. Bon, alors tu parles dans ton micro. Hein, et juste à côté de Denise, qui est en train de t'aider un petit peu. Marie-Jo, tu as fait 3 années de vélo. Et ensuite, tu t'es mis au service du football, paraît-il. On s'est occupé du foot, oui, à Plavenec, d'ailleurs, pendant des années, je ne sais pas combien de temps. Mon mari était dirigeant de l'équipe A, et je m'occupais de toutes les courses, tout ce qui était casse-côte. Bibine, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, alors, bon, ça c'était donc le passage après le vélo. Mais pourquoi avoir quitté le vélo alors que tu étais l'une des meilleures aux côtés de Micheline Lemoine, aux côtés d'Annick Leroux, aux côtés de bien d'autres? Pourquoi avoir quitté ce monde du vélo? Disons que c'est ma mère qui voulait que j'arrête et que je travaille. Ah, voilà, c'est pas toujours facile de concilier le travail et le vélo. C'était le début du cyclisme féminin, donc c'est vrai que, bon, elle ne voulait pas que je continue. Aujourd'hui, tu as quelqu'un qui n'est pas de la famille, mais que tu connais bien, champion du monde, ça doit te faire plaisir.
Explique-nous ce que ça t'a fait de savoir que Olivier était devenu champion du monde. Ben, j'ai su ça par SMS. Donc on était à Tréguin, chez des anciens cyclistes, et donc c'est la chair de poule. Tout le monde a eu la chair de poule étant cycliste, c'est sûr. Que de la chair de poule. Il n'y a pas eu de larmes un petit peu? Presque. Ah, je pense qu'il y en a eu. C'est vrai que ça fait quelque chose, surtout de Plouvien en plus, donc... Ça, c'est quelque chose. Hein. Quand on est Plouviennois, on est Plouviennois. Ils sont tous Plouviennois, mais on préfère certains que d'autres, apparemment. Hein. Allez, si tu as un petit conseil à donner à ton petit chéri, là, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Oh, rien du tout. Rien à dire. Non, il n'y a rien à dire. Il est parfait. Oui. On va dire comme ça. Ouais. Allez, on appuie du Marie-Josée.